Bonjour tout le monde, on est mardi, il est presque 9 heures, on est en direct sur Facebook et dans ma voiture et on tourne l'épisode numéro 6 de Sur la route. Je m'appelle Nicolas Quillier et mon invité d'aujourd'hui c'est Romain Sarel. Alors Romain Sarel c'est le CEO de Pubeko et avec lui on va discuter de plusieurs choses, notamment comment il a eu l'idée de la création de Pubeko. Il a levé des fonds, 2,5 millions d'euros, il va nous en parler. Et on va parler aussi de son engagement citoyen, à titre personnel, dans sa famille et dans sa communauté et dans sa circonscription même, puisqu'il s'est présenté aux élections. Et il va nous raconter tout ça. Voilà. On accueille tout de suite Romain Sarel. Bonjour Romain, Bonjour Nico, ça va? ça va très bien et toi? Ça va, ça va. On y va sur la route, bienvenue. Merci. Je t'invite à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Romain Sarels, j'ai 32 ans. On dit le S, Romain Sarel. Ouais, faut que je le dise. T'as raison, c'est ton nom. Je sais pas s'il y a des lettres inutiles, mais j'ai 32 ans, je suis papa de deux petites filles, Rosalie et Augustine, qui ont 4 ans et 2 ans. Et j'ai créé une start-up qui s'appelle Pubeko il y a plus de 10 ans maintenant, puisque Ouais. j'étais encore étudiant, j'étais même au début de mes études. D'accord. Et voilà. Pubeko, donc il y a 10 ans. Ouais. Ça fait quoi Pubeko? Pubeko, ça fait quoi? Ça s'est dit avant l'iPhone et au tout début de Facebook que les prospectus et les catalogues que Madame Michu recevait dans sa boîte aux lettres, Ouais. un jour ou l'autre, elle pourrait les lire sur Internet et du coup refuser la version papier des prospectus de toutes les marques de distributeurs en collant un petit autocollant, non pas Stop Pub, mais Ouais. Pub non merci. Je la lis sur pubeko.fr. D'accord. Tu as c'est les petits autocollants là qu'on trouve à peu près partout sur toutes les boîtes aux lettres. Exactement. Pub Ouais. non merci. On a distribué presque 2 millions depuis qu'on a créé Pubeko. Donc 2 millions d'autocollants. il n'y a pas un endroit de France, bon il y a aussi le Portugal et l'Espagne, mais il n'y a pas un endroit de France où je vais en vacances sans voir un autocollant. C'est Donc, vrai c'est plutôt Génial. possible. Ouais. Ah ouais, carrément. Tu te rends compte que ce que tu fais a un impact partout où tu vas. Exactement. Ah, c'est top, bravo. Donc en gros, tu numérises les pubs, en Ouais, fait, c'est ça. Exactement. Voilà. Comment tu as eu l'idée? En fait, j'étais associé déjà avant avec Yannick Lalo, mon cousin, et on développait des applications pour des autres. Et à un moment Ouais. donné, quelqu'un nous a dit c'est quand même terrible, je vois plein de gens qui ont une idée mais pas l'équipe. Vous avez l'équipe, trouve l'idée. D'accord. Et si tu mélanges, je vais dire 3 choses, l'emailing qu'on faisait déjà, et il faut se mettre en 2006, Ouais. c'était pas, enfin on recevait encore des mails avec des pièces jointes, des trucs insupportables. Tu rajoutes la grande distrib, on a tous les deux eu quelques expériences de chef de rayon, de choses comme ça. Et donc effectivement dans le Nord, on sait un peu ce que c'est que les prospectus et les catalogues. Et en ce qui me concerne, une forte envie d'agir, et déjà en 2006-2007 je parlais de développement durable, D'accord. et tu te dis bah tiens, c'était le moment pour ceux qui s'en souviennent du pacte écologique de Nicolas Hulot. Donc il y a... Par tes jeunes Nicolas Hulot. Il y a Ouais 10 voilà, ans. depuis il a monté en grade, n'est-ce pas? Mais il est monté en grade, mais voilà, donc les trois réunis, on s'est dit tiens, grâce à internet, il y a sûrement moyen de faire une pub plus écologique et Ouais. aussi économique, parce que moins de gâchis, parce que plus de performance, donc voilà. Donc on en reparlera après, effectivement, tu étais déjà à cette époque-là très développement durable. Ouais, ça a toujours finalement fait partie de moi, quoi. D'accord, ok. La boîte se développe donc il y a 10 ans et maintenant. Ouais. Et il y a 5 ans, il y a eu un événement important dans la vie de la société. Tu as levé 2,5 millions d'euros. Ouais, on a fait 2 millions à la fois en dette et en capital. En fait, quand on a créé Pubeko entre 2006, 2007 et 2010, personne n'y croyait, on nous disait que ça marcherait pas. Ah ouais, c'est pas? Ouais, bah enfin, je te rappelle, l'iPhone, ça n'a Ça pas existe, 10 ans. Facebook, enfin tout ça, les usages du numérique n'étaient pas aussi développés. Et donc pendant 3 ans, bon, moi je finissais mes études, on a un peu traversé le désert, je vais dire. Ouais. Et puis en
2011-2012, tout s'est accéléré avec des concurrents étrangers qui se sont lancés à la fois, enfin qui se sont fait racheter par des Allemands, il y a eu le lancement d'Espagnols, d'Italiens. Et nous, on s'est dit, bah tiens, si on veut se développer, il faut faire ce que font toutes les startups, lever des fonds. Donc je précise, on était rentable et on a levé des fonds. T'étais rentable, tu gagnes de l'argent donc. Ah ouais, on gagnait de l'argent. L'activité de payer, gagner de l'argent, payer tout le monde. On payait déjà une équipe d'une douzaine de personnes. D'accord. On avait un joli bénéfice à la fin de l'année. Ouais. Et puis on s'est dit, bah, pour aller encore plus vite et être les plus beaux et Les plus grands. et voilà, on va lever 2,5 millions d'euros. D'accord, Bon, rien que ça. Ouais, enfin rien que ça, justement, quand tu regardes les levées de fonds ces derniers jours, tu comprends qu'en fait, faut peut-être bien calibrer les financements en fonction des ambitions, quoi. Pourquoi? Explique. Bah, on était dans un moment où le concurrent allemand se fait racheter par le plus gros groupe de presse allemand, Springer. Des Espagnols se développaient déjà au niveau international. Et il y a des Italiens qui commencent à émerger, qui ont levé très vite 25 millions d'euros. Donc quand tu as des Allemands qui ont près de 100 millions, des Italiens qui ont 25 millions, et que toi tu as 2,5 millions, forcément... Parce que quand on dit 2,5 millions d'euros, c'est déjà énorme. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que par rapport à la concurrence, Ouais. c'était pas assez, quoi. Bah, en fait, il fallait soit rien lever, et on aurait pu continuer notre petit bonhomme de chemin et faire une petite boîte rentable, mais ça aurait... Enfin, rétrospectivement, je te dirais, c'est une belle aventure. À l'époque, je pense que la jeunesse est pris dans tout le mode des levées de fonds. On s'est dit, bah, de toute façon, il faut faire entre guillemets comme tout le monde. Mais nous, à ce moment-là, en fait, on aurait peut-être eu une autre route qu'on n'a pas prise, qui avait des avantages et des inconvénients, qui était de toute façon risquée. Ouais. Mais ce qu'il faut voir, c'est quand on fait une levée de fonds, je ne vais pas dire que c'est à sens unique, mais on change de dimension, on s'est retrouvé avec le conseil d'administration, tous les reportings qu'on n'avait pas, donc forcément peut-être un peu moins d'agilité et surtout des ambitions beaucoup plus fortes. C'est plus dur de rentabiliser 2,5 millions que les 50 000 euros que tu prends à ta grand-tante, quoi. Ouais, Donc, tout à fait. on avait un capital familial qu'on avait su, entre guillemets, amortir et rentabiliser. Je pense que la marche était peut-être très forte et trop forte, mais surtout rétrospectivement, quand tu regardes et tu te dis, enfin voilà, tu peux pas concurrencer des gens qui ont des... énormes. Enfin aujourd'hui c'est l'histoire d'Uber, quoi. Qui va s'amuser à concurrencer Uber? Il y a peut-être des meilleures applications pas de covoiturage, mais Taxi, de VTC qui se sont développées. Ouais. Et à un moment donné, le cash fait quand même une grosse différence dans notre secteur, quoi. Donc là, tu as vécu cette levée de fonds et rétrospectivement, tu dis qu'il y avait d'autres choix possibles et que le passage de levée de fonds, c'est vrai qu'aujourd'hui on pense start-up, levée de fonds obligatoire quasiment pour pouvoir se développer. Ce que tu dis, c'est que faut y réfléchir, c'est pas forcément la seule et unique solution de développement, quoi. Ouais, et je pense surtout que c'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. À un moment donné, si un entrepreneur décide de lever des fonds, il faut qu'il ait conscience que son business lui appartiendra plus, parce que de toute façon, je partage. Il aura, et puis il aura qu'une possibilité, c'est soit de se revendre, soit de lever davantage de fonds pour continuer la course. Et on a vu avec les Take It Easy et d'autres qu'à un moment donné, tu peux te développer, mais si tu n'as plus d'essence, tu n'avances plus. Ouais. Et nous, on était déjà, puisque ça faisait déjà 5 ans qu'on avait créé la boîte, on était rentable, on était peut-être déjà dans une ADN d'entrepreneur plus indépendant, plus familiaux et patrimoniaux comme on a dans le Nord. Et cette expérience me fait dire à tout le monde, je dis pas qu'il faut pas lever de fonds, mais quand tu lèves des fonds, il faut savoir ce que tu fais. Faut y réfléchir. Moi, j'avais 26-27 ans, Pubeco, c'est ma première expérience. Rétrospectivement, je me dis que j'ai peut-être pas suffisamment compris ce que je faisais, mais ça m'a permis de bien apprendre. Ah oui, ça t'a effectivement ça, aujourd'hui appris plein de choses. C'est une bonne, ça te permet d'analyser ça aujourd'hui déjà. Ouais, voilà, mais et puis après, quand j'en vois certains qui me disent oui, mais non, machin, je me dis fais ton expérience, parce que de toute façon, chaque expérience est différente. Bien sûr. Et si tu le vis pas, tu peux pas le ressentir et le comprendre. Donc, c'est l'importance aussi d'ailleurs de cette émission, c'est d'avoir les expériences de chaque entrepreneur, et on le voit au fur et à mesure des épisodes qui sont toutes différentes, avec tous une expérience différente. Et c'est cette possibilité aussi qui rend l'aventure intéressante, quoi. Ouais. Et que chacun prenne une ou deux choses qu'il arrive à se réapproprier, mais chaque histoire est vraiment différente et singulière. Donc l'idée, tu l'as eue donc, sur la thématique du développement durable. Ouais. Donc en gros, je rappelle, c'est plus de prospectus papier tout en numérique.
Donc pas de déchets en gros, puisque Ouais. les prospectus C'est papier, on les 40 jette à la kilos. poubelle. C'est 40 kilos de papier tous les ans dans ta boîte aux lettres si tu mets pas le 40 petit- kilos, Bon, toi, t'as l'autocollant depuis longtemps, donc ça va. Mais, c'est vrai. mais sinon, c'était 40 40 kilos. kilos par an ouais. de prospectus Ouais. que Qui- la moitié des gens ne lisent pas. qui vont Directement à la de toute poubelle. façon à De la toute poubelle. façon à la poubelle. Pas toujours Au directement, mieux un peu mais découpé, mais bon. s'ils étaient tous recyclés, je serais déjà content, tu vois. Ah ouais, oui, parce que ça se recycle normalement. Ouais, Mais bon. ça peut se recycler le papier. Et donc cette problématique, elle est importante pour toi, tellement importante que tu l'appliques au niveau familial. Alors, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, quoi. Parce que j'ai compris que tu es ce qu'on appelle une famille zéro déchet, Ouais, où alors, tu tends à l'être, ouais, c'est ce que je dis toujours. Quand on était un couple, on arrivait à être zéro déchet. avec des Et enfants. avec des enfants, on est presque zéro déchet. Ah, Parce que, bon, je l'ai dit, 4 ans et 2 ans, même si on pourra en parler dans le zéro déchet le plus fort, et peut-être finalement le plus contraignant avec un peu de recul, les couches lavables, on l'a fait, Ouais, on a tenu. t'as arrêté. Mais non, enfin après, voilà, je vais pas rentrer dans. Bah, ça va peut-être intéresser les jeunes parents. Couches lavables en journée, ça tient. Quand vous. La nuit, c'est un peu plus compliqué, donc pour le confort de vos enfants, vous vous dites en journée on met des couches lavables et on a une couche par jour. C'est pour la Franchement, nuit. c'est déjà bien comme geste. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai toujours été sensible à ça. Ouais. Et au moment de la levée de fonds, enfin un peu après la levée de fonds, et où j'ai commencé à réaliser en fait, je vais dire, tout l'argent et les règles du jeu, en se disant mais il faut encore plus d'argent et autres, ça m'a fait un effet inverse en me disant bon, j'ai pas envie de lever des dizaines de millions de toute façon, enfin on n'était pas parti Ça pour sert, ça. quoi. Et du coup je me suis dit mais en fait est-ce qu'on peut vivre avec moins? Et c'est comme ça que j'ai acheté 2 bouquins. Ouais. Un bouquin de Pierre Rabhi que je suivais déjà pas mal, qui est Colibri. voilà, Vers la sobriété heureuse, Ouais. et un deuxième bouquin de Bea Johnson qui s'appelle Zéro déchet, Zero waste en anglais. D'accord. Et- Tu mettras les. Ouais, Les liens, en commentaire. Je rajouterai les liens. Et en fait, moi j'ai commencé à lire Pierre Rabhi et ma femme a lu Zéro déchet, donc j'ai pas eu le temps de lire plus que Vous êtes un séparés de la chapitre. tâche. Ouais, et alors qu'elle, c'était pas du tout son mode de vie à l'origine. Ouais. Elle, à un moment donné, elle est en train de lire le livre, elle me dit et si on le faisait? Je lui dis quoi? Elle me dit bah on va passer zéro déchet. Et en fait j'ai eu, je crois, mais je me souviens pas d'avoir eu ça une autre fois, un vrai sentiment de vide et de lâcher prise, et je crois que c'est l'amour que j'ai pour ma femme qui m'a fait lui dire ok on y va. Et j'avoue comme ça venait pas de moi, il y a eu des moments un peu plus durs au démarrage. Ouais, tu Voilà. t'adaptes. Mais progressivement, on est passé en zéro déchet et c'est franchement, je pense, la meilleure décision familiale qu'on ait prise ces dernières années. Ah ouais. Parce que la vie est beaucoup plus simple après et ça permet de tout aligner, d'avancer dans une direction. Enfin, c'est finalement un mode de vie que j'applique progressivement à tous les secteurs et pas seulement à la famille. Alors j'ai un peu trop saoulé mes collègues et autres au boulot, ils pourront parler avec ça, mais j'essaye de reprendre la philosophie du zéro déchet. Ouais. En 5 mots, j'ai commencé dans le désordre. Le zéro déchet, vous commencez, si vous avez un jardin, vous pouvez composter toutes les épluchures, les restes alimentaires, toutes ces choses-là. Ouais. Résultat, ça va pas à la poubelle et ça fait de l'engrais pour le jardin, c'est formidable. Jardin compost. Compost, donc en fait, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier que vous pouvez faire, c'est tout simplement de recycler. Ouais. Donc là, je parle quand même de choses que tout le monde peut faire. Vous ne trompez pas de poubelle, choisissez de correctement recycler. Le troisième, c'est de réutiliser. Un exemple tout bête, nos filles ont des pailles en fer. Bah, on lave la paille, on la fout sous Ah, les l'eau. pailles, ah oui. Et résultat, il n'y a plus de paille en plastique. Voilà, et c'est pas Ouais, parce qu'on est en ouais. zéro déchet que nos filles n'ont pas de paille, mais elles ont des pailles en métal. Pareil, Réutilisable. réutilisé, on a des chiffons à la maison, on a redécouvert les chiffons plutôt que le sopalin. Voilà, au moins on le met un chiffon dans la machine, ça fait pas plus de voilà. Et les deux, le plus dur, réduire. Réfléchissez autour de vous ce que vous pouvez consommer en moins, tout ce qui est en double usage et autres. Ouais. Et franchement, je le Réduire la donne. consommation. Ouais, voilà, réduire la consommation. Et je le donne en dernier, refuser. Parce que dans notre boulot, c'est le plus dur. Tu vas au salon créé tout à l'heure, refuse tous les goodies inutiles.
bon courage. Franchement, c'est des choses. Voilà, donc moi je le donne en dernier, mais souvent on dit d'abord commence par refuser tout ce que tu n'as pas envie. Mais ces 5 piliers-là, quand tu les appliques dans la vie de tous les jours, ça nous permet, c'est pas totalement le zéro déchet, mais c'est comme ça qu'on a acheté notre triporteur et que dès qu'on peut, on covoiture en se disant est-ce que je peux refuser ce trajet? Est-ce que je peux réduire? Enfin voilà, on adapte. Et ce qui est sûr, c'est que le zéro déchet, ça oblige à prévoir. D'accord. Et on est quand même s'organiser quoi. À s'organiser parce que un truc tout bête, tu refuses ton sac à pain, donc tu as ton petit sac. Donc tu dois savoir quand est-ce que tu vas aller à la boulangerie, parce que du coup, et c'est peut-être bon pour ma ligne en fait, mais du coup maintenant quand je passe devant une boulangerie, soit je demande le pain au chocolat directement et je le mange en sortant, et voilà, ça fait un peu bizarre la première fois à la boulangère qui vous voit. Non, c'est bon, donnez, je vais le manger tout de suite. Et là, elle vous regarde et vous fait pas un sac. Ah ouais, d'accord. Et sinon, tu prends ton sac et tu le fais. Pareil pour toutes les courses en vrac, ça se prévoit. Quand tu vas chez ton boucher, tu prends une petite boîte en plastique, il te les met dedans. Ouais. Et tous tes commerçants de proximité t'adorent parce que ça leur coûte tellement cher les emballages C'est vrai. que franchement, ils sont contents de leur côté de pouvoir réduire les charges. Donc tu appliques ça au quotidien chez toi. Alors je vais faire l'avocat du diable, question bête. Aujourd'hui on voit des scandales écologiques de partout. Est-ce que réellement c'est utile de faire tant d'efforts au niveau familial pour le développement durable? Ouais, alors déjà franchement, quand tu te mets dedans, c'est pas tant d'efforts. C'est pas tant d'efforts. Non, tu vois, de temps en temps, on peut avoir l'impression qu'on refuse quelque chose à nos filles ou autres, mais déjà on dit autour, elles prennent, enfin tu vois, les grands-parents, chacun fait ce comme il veut. Moi, je dis, et bon, des caprices avec des enfants, on en a tous, donc si tu veux un caprice dû au zéro déchet, c'est bien à un moment donné, tu leur expliques et tu leur dis, ah non, ça c'est trop emballé. Ah oui, c'est pas bien, regarde maman, il a acheté son paquet par terre. Oui, tu vois, ça aide finalement, donc c'est pas tant d'efforts que ça. Après, je vais te faire une réponse en 2 temps. La première, je vais te citer Pierre Rabhi et les colibris. Tu dois connaître l'adage, c'est le colibri qui veut éteindre le feu de la forêt et qui passe goutte par goutte, et il y a un autre animal qui lui dit, mais ce que tu fais, ça sert à rien. Il répond, au moins j'aurais fait ma part. Et ça, franchement, moi, c'est ce que je me dis. Si je peux mourir en me disant, j'ai essayé, j'ai fait ma part, ou j'ai fait ma part, c'est déjà pas mal. Après, il est vrai que je vais pas faire de mauvaise publicité, donc je vais pas citer le nom. J'ai acheté un téléphone complètement réparable, évolutif et autres, et je me suis rendu compte au bout d'1 an, moi qui ai une utilisation très forte quand même de mon téléphone, que c'était bien peut-être pour l'utilisation de ma mère qui va de temps en temps sur 2-3 applis, regarde ses mails, pas pour de l'attention, mais pour faire un Facebook Live ou autre, non. Donc il y a des moments tu te dis, bon, ce geste là c'est trop de contraintes, c'est trop d'efforts, et ça c'est peut-être pas la peine de le faire, parce que si ça me pourrit la vie et que ça me rend... Enfin voilà, moi je dis... quel que soit ton mode de vie, si ça te donne pas la banane, arrête quoi. Enfin, à un moment donné, les choses qui t'ennuient, pour être poli, c'est peut-être pas la peine de les faire quoi. Donc, a priori, ça m'a pas fait perdre le sourire, le zéro déchet. C'est ça, c'est le faire des efforts, mais pas non plus au détriment d'autres choses ou de son bonheur personnel tout simplement. Moi, ça me fait rire, c'est mes copains qui parfois viennent à la maison et autres et essayent de voir les choses contraignantes. Alors les trucs, dans les réduire, on n'a plus de micro-ondes, on n'a plus de télé. Le micro-ondes, franchement, ça va, on vit très bien avec les plaques et le four. Et puis la télé, on nous dit, ouais, t'as pas la télé. Non mais ça va, on a Internet. On a le replay. Tout va bien. Et je regarde mes matchs de rugby de l'équipe de France. Souvent, c'est sur TF1 en live, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Donc tout va bien. Et sinon, tu peux aller au café à côté, ça crée du lien social. C'est vrai, tout à fait. Je rebondis sur le lien social. Tu as voulu aller très loin dans la mise en place du lien social, puisque tu as fait quelque chose que peu de gens ont fait quand c'est pas leur métier, c'est-à-dire quand on n'est pas politique de nature, ce que tu n'es pas. Tu es un entrepreneur avant tout et tu as décidé de te soumettre au suffrage universel des Français. Ouais. Tu t'es présenté à l'élection législative, dans ta circonscription. Bon, pas de suspense, t'as perdu. Ouais, non, je ne suis pas député de la France. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ça? Qu'est-ce que ça a changé en fait rétrospectivement? Je ne l'ai pas fait pour ça, je l'ai vraiment fait en me disant et si ça marchait, et si j'essayais de faire ma part, je l'ai fait dans l'objectif vraiment sérieusement et voilà. Ouais. Mais rétrospectivement, je me rends compte qu'en fait, je suis complètement sorti de ma zone de confort. Mais alors,
violemment. Ouais. Parce que j'avais un objectif et j'avais des contraintes. C'est-à-dire que depuis 10 ans, je suis entrepreneur. Je pense que je suis plutôt assez ouvert. Je rencontre, j'ai eu ma période où autour de moi tout le monde était web et maintenant, autour de moi c'est assez diversifié. Mais finalement, tu te rends compte que tu rencontres un peu toujours les mêmes personnes, tu vois toujours les gens qui t'entourent. T'as ton écosystème et qui te font du bien. naturel. Et c'est logique. Et là, je peux te dire que le premier porte-à-porte, où c'est toi le produit. Bonjour, oui, je m'appelle Romain Sarels, voilà, je suis candidat aux élections législatives. Alors tu te prends des portes, tu te prends des trucs, mais quand tu le fais comme moi je l'ai fait, Tu l'as c'est-à-dire fait sans étiquette, je précise. en t'intéressant aux gens, mais je m'en suis pris plein la figure et je le dis, ça m'a transformé au-delà, et je les remercie pour ceux qui verront cette vidéo, de la vingtaine de personnes qui m'ont porté ma famille qui m'a supporté, tout mon entourage qui m'a porté, ceux qui m'ont aidé à combler le déficit parce que comme j'ai même pas fait les 5%, j'ai même pas été remboursé. Mais c'est ce que je dis, quoi. C'est un MBA en lien social, en introspection. Ça m'a pas coûté le prix d'un MBA. Ça m'a pris peut-être autant de temps, si ce n'est plus qu'un MBA, ça c'est clair. Ouais, parce que ça faisait déjà plus d'1 an que tu étais sur le terrain. J'ai mis 1 an et vraiment c'est monté progressivement. Mais je te dis, le porte-à-porte, les marchés, la rencontre des gens, te dire, il faut que j'ai une réponse à tout. Ouais. Et en fait, j'ai fait la on te différence pose des entre... questions, tu vas répondre à tout. Enfin, si tu veux, à un moment donné, t'en as qui te parlent du conflit israélo-palestinien. C'est sûr que si t'es député demain, tu dois pouvoir en parler. Avoir un avis sur toute l'actualité et aussi sur les préoccupations des gens. Ah, regardez, monsieur, vous parlez des déchets, mais ils n'ont pas ramassé ma poubelle hier. Oui, effectivement, mais tu vois, tu vas pas régler le problème de la poubelle. Et donc, ça m'a vraiment... Ça t'a changé ? Ouais, je pense que... Déjà, là, je parle beaucoup, mais c'est le jeu, tu vas me dire. Mais j'ai appris à... beaucoup moins parler, parce qu'avant, j'étais toujours à convaincre, à faire. Et là, tu te rends compte que tu sais pas face à qui t'es. Quand t'es face à un client ou quand t'es face à un partenaire ou autre, t'as étudié. Là, quand tu frappes à la porte, tu sais pas derrière si le mec est au chômage, si le mec a des enfants, a pas d'enfants, a machin. Donc, tu mobilises plein de choses totalement différentes, mais encore une fois, ça va peut-être être une petite critique au passage, mais parce que je l'ai fait de cette manière-là, c'est peut-être aussi ce qui m'a fait perdre, mais tant pis. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait en allant chercher une étiquette et en disant voilà la marque de la lessive, allez-y, votez pour elle, et puis ça va me donner la possibilité d'avancer. Je l'ai fait vraiment. Ouais, tu l'as fait de manière indépendante. Pour essayer de changer la vie des gens autour de moi. Ça m'a transformé la mienne et ça m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires. Et pour ça, je ne regrette vraiment rien. Oui, c'est ça, c'est qu'à défaut d'avoir transformé la vie des gens, ça a transformé la tienne. Ouais, c'est clair. Et visiblement en profondeur, quoi. Oui, non, mais alors là, tu vois... c'est une expérience quand tu m'as inédite. Quand tu m'as proposé de faire la vidéo, je t'ai dit, là c'est bon, je commence à être prêt à pouvoir en parler. Donc pas, tu vois, j'ai pas fait une grosse dépression ou machin, mais il a fallu le temps. Et ça, c'est ce que je comprends maintenant. Je suis sorti de ma zone de confort. Ouais. J'ai perdu. Il a fallu encaisser. Et maintenant, effectivement, je comprends ce que ça m'a apporté. Et ça, je pense que c'est le plus dur. Et je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat. T'apprends rien si tu restes là où t'es bien. Par contre, quand t'es bien, prendre le risque d'aller au-delà et donc d'échouer, même si, en termes de pas réussir ce que tu t'es fixé. Ouais. T'en apprends toujours quelque chose. T'en apprends toujours quelque chose. Alors attention, on te retire toujours quelques plumes au passage. Ça peut être financier, moralement, Moi, je m'étais fixé une limite. J'avais dit ma famille d'abord. Donc j'ai fait les marchés avec mes filles, du porte-à-porte avec ma femme, je les ai moins vues et elles m'ont vraiment supporté, mais je m'étais fixé des barrières et voilà. Et il est vrai, malgré tout, et c'est ce que je dis à tous ceux, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la politique, dans la vie et autres, quand tu as des coups durs, il y a des moments où, et là, les 2 mois de vacances m'ont permis de me remettre un peu en selle, et là je suis reparti pour de nouvelles aventures entrepreneuriales et je suis bien. Et t'as l'air bien, effectivement. Ouais, je suis vraiment... C'est cool.
Merci Romain, Bah écoute, merci beaucoup Nico. merci pour cet échange. Bravo Je pour te tout laisse. ce que tu fais. Je te laisse sortir À très vite. et je te dis à très vite. Salut Romain. Voilà, c'était Romain Sarel, Sarels, avec un S. Donc on a échangé pas mal de sujets avec lui. Il nous a expliqué que lever des sous c'était bien, mais que c'était pas une finalité en soi. Et ça c'est important aussi de le comprendre. Ça peut être utile pour certaines personnes dans certaines sociétés avec certains besoins, mais c'est pas une obligation. Faut vraiment le réfléchir et l'organiser. Il nous a parlé de son engagement citoyen zéro déchet. Bon bah là chacun se fera son opinion là-dessus et la manière, il nous a en tout cas expliqué comment il s'organisait. Donc si vous voulez vous en inspirer, il y a plein de bonnes pratiques qu'il va mettre aussi en commentaire de la vidéo. Et enfin son engagement sur le terrain, dans sa circonscription pour cette élection, qu'il a perdu, il explique très bien. Ça aurait pu être problématique, voire catastrophique, et il a réussi à utiliser ça comme un tremplin pour rebondir, et il en a appris plein de choses. Voilà, c'est une expérience que peu de gens ont vécue, et il l'a vécue, c'était très intéressant d'échanger avec lui là-dessus. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, donc rendez-vous mardi, 9h comme d'habitude. Mon invité, ça sera Bertrand Meaux. Bertrand Meaux, il a créé plusieurs sociétés dans le marketing, dans le digital. Il a aussi créé sur Facebook un groupe qui s'appelle Ch'ti Entrepreneur, donc entrepreneur de la région Nord, qui a regroupé plus de 500 entrepreneurs en très très peu de temps. Il va nous raconter notamment l'importance du réseau, voilà. Échanger avec les gens et s'ouvrir. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée. Entreprenez, bougez-vous, faites des choses. Et à la semaine prochaine, mardi 9h. Salut!